Bienvenue à Gilles, qui nous fait donc l'amitié de nous rejoindre à Strasbourg en cette fin d'après-midi. Alors nous avons coécrit il y a quelque temps un rapport pour l'Institut Montaigne sur le numérique, en occupant nos fêtes de fin d'année et nombreuses de nos nuits. Voilà, donc j'ai un immense plaisir, c'est un immense plaisir que Gilles puisse témoigner ce soir. Et naturellement, depuis cet ouvrage à l'Institut Montaigne, des choses ont évolué. Le gouvernement s'est saisi, je pense, progressivement et réellement de la chose numérique par un certain nombre d'actions concrètes. Et puis depuis lors, Gilles a publié un nouvel ouvrage qui sera donc disponible à votre sortie à gauche. Mais je pense, voilà, je vais lui laisser la parole. À toi, Gilles. Merci. Bon, c'est vraiment un plaisir d'être là. D'abord parce qu'effectivement, Frédéric a co-commis avec moi ce rapport et qu'on a quand même fait du très bon boulot, à tel point que je me demande vraiment pourquoi vous faites venir des experts de Paris. Alors vous avez ici une expertise de premier plan. Et donc, à ce titre, c'est tout à fait avec plaisir que j'ai accepté son invitation à venir parler ici. Et puisque tu cites d'ailleurs ce rapport, on va lui donner la publicité qu'il mérite, parce que j'ai reçu, je crois que c'était jeudi, un document d'étape qui venait de la direction des services informatiques de l'État. Et j'apprenais en lisant ce document, il me l'envoyait pour avoir mon avis sur ce document, que 3 des recommandations qu'on avait insufflées dans ce rapport ont été retenues. Donc c'est le fait de tout passer en cloud, tous les services de passer en cloud, d'avoir un store qui permet de distribuer les applications de l'État et que ce soit des licences ouvertes. Donc ça a été retenu quasiment mot pour mot. Et puis de créer pour tout ce qui concerne les services gérés par le paritarisme, par les partenaires sociaux, donc les charges sociales, un guichet unique qui permettrait aux employeurs de ne plus avoir à envoyer 50 enveloppes en papier de trucs rédigés à la main pour payer ces charges sociales. Donc je crois qu'on peut se féliciter de ce travail qui rentre partiellement en application à tous égards. Alors, pourquoi est-ce que je fais des conférences? C'était une question qui m'est posée de temps en temps. Pourquoi j'écris des livres? L'explication, elle est assez simple. Donc, moi, je suis avant tout un entrepreneur et je n'avais pas prévu de faire ça au départ. Mais il s'est passé une chose, un petit accident de parcours, c'est que suite à un travail que j'avais fait précédemment à l'Institut Montaigne sur la compétitivité, dans lequel j'avais notamment évoqué le numérique, j'ai été contacté en 2011 par l'Élysée et on m'a demandé si je voulais faire partie du Conseil national numérique. Puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé donc président de cette instance et au titre du président, j'ai pris un petit déjeuner dans la foulée de mon élection avec le président de la République. Et là, j'ai eu un choc puisque donc j'ai essayé de comprendre ce qu'il comprenait du numérique et je me suis rendu compte que pour lui, le numérique, c'était 3 choses. C'était les réseaux sociaux, parce que ses enfants étaient sur les réseaux sociaux. C'était une façon de se faire élire, parce qu'il était conscient qu'il fallait aussi faire des choses, notamment sur les réseaux sociaux, et que c'était important dans les campagnes électorales de tenir compte de ça. Et puis, c'était, la troisième chose, c'était les risques, surtout les risques, des menaces comme Adopi, la pédophilie, le terrorisme, déjà, le terrorisme. Et moi, je lui ai dit assez rapidement au cours de ce petit déjeuner, mais vous savez, c'est aussi un moyen de transformer toute la société. Et puis, je vais commencer à lui expliquer, à l'époque, certainement de façon moins structurée qu'aujourd'hui. J'ai vu à son étonnement que ce n'était pas quelque chose qu'il avait dans le radar. Et je me suis dit, bon, voilà, le premier entretien n'est pas forcément le bon, mais on va y arriver, etc. Et je n'ai eu de cesse de constater combien, d'une façon générale, le corps politique, les hauts fonctionnaires, les opérateurs qui sont liés au monde de la fonction publique étaient finalement peu conscients de cette fantastique opportunité numérique. Et donc, j'ai passé du temps à prêcher la bonne parole, à espérer que certains soient sur le chemin de Damas, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et au-delà de ça, à écrire des livres, des rapports, ce rapport qu'on a fait ensemble. Et voilà. Et finalement, c'est devenu un peu pavlovien, puisque je répète ces conférences aujourd'hui avec un certain plaisir, je vous l'avoue. Et j'essaye d'expliquer en quoi cette révolution est vraiment une révolution et pas uniquement une technique
comme certains continuent à le penser. Donc ce que je vais faire, et encore une fois je vous remercie de m'avoir donné 40 minutes, 35 maintenant, je vais rapidement vous expliquer sur quelques thèmes qu'est-ce que c'est que cette révolution. Et la première chose, ça décroche, voilà, ça c'est normal. La première chose que j'aime bien évoquer à l'égard de cette révolution, on y arrive, voilà, c'est le fait que... Pas de bol. Dans ce cas-là, il faut rester zen. Et je vais y arriver. J'essaye une troisième fois, sinon je le fais en live. Ce sera moins... J'essaie comme ça. Non, ça veut pas. Ça veut pas du tout. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, la première notion qui est importante à l'égard de la révolution numérique, c'est ce que moi j'appelle les gains d'opportunité. Les gains d'opportunité, c'est au-delà des gains de productivité, c'est le fait qu'on arrive grâce au numérique à faire en sorte que l'offre matche mieux la demande. Et c'est une caractéristique qui est notable dans le domaine du numérique, on va laisser tomber totalement. Et là où on les constate le plus, enfin moi l'exemple que je prends le plus souvent, c'est l'Afrique. Donc l'Afrique, 1,4% de croissance jusqu'en 2000, et puis là maintenant on est à 6% de croissance. Et si vous demandez aux économistes pourquoi, ils vous disent bah, c'est normal, c'est les matières premières. Sauf que si on prend les matières premières et qu'on mesure la valeur que ça a sur l'Afrique plus la croissance naturelle, on est à 3%. Il vous manque 3% de croissance. Et puis il y a des travaux qui ont été faits par la LSI, London School of Economics, il y a 7 ans maintenant, non, il y a 9 ans, qui ont découvert que la croissance africaine, en fait, c'était une chose, c'était les réseaux de télécom, les 3% qui manquent. Pourquoi ? Parce qu'avec les réseaux de télécom, vous augmentez les gains d'opportunité, particulièrement dans les pays où il n'y a pas beaucoup d'infrastructures. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous êtes un pêcheur, vous pêchez du poisson, eh bien si le poisson que vous ne vendrez pas, comme vous n'avez pas de chaîne de froid à proximité, eh bien vous allez juste le perdre. Et ça arrive partout, tout le temps en Afrique, notamment dans les récoltes, dans tout un tas de cas. Même si vous avez un enfant qui est malade, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'hôpitaux, donc c'est dramatique. Mais dans les deux cas, si vous avez un téléphone mobile, eh bien, si vous êtes un pêcheur, vous pouvez appeler un camion qui va venir prendre vos poissons et les emmener dans la chaîne de froid. Si vous êtes une mère de famille, vous pouvez appeler une tante qui est infirmière ou qui a des connaissances médicales et qui va vous dire ce que vous pouvez faire pour votre enfant. Ça, c'est la caractérisation des gains d'opportunité. Sous forme numérique, cette caractérisation, c'est M-Pesa. M-Pesa, c'est un service de mobile banking qui a été lancé par Safaricom au Kenya en 2007 et qui a fait ce que tout banquier rêverait, c'est-à-dire que dans un pays de 40 millions de personnes, vous avez eu 26 millions de personnes en l'espace de 7 ans qui sont venus des adhérents de ce service et qui sont des primo-accédants au service de banque. Donc ça, c'est un autre exemple des gains d'opportunité. Ça a des tas de bénéfices. La Banque centrale a une asset plus importante. On passe de l'économie informelle, des dollars qui dorment sous le matelas, une économie formelle, des dollars qui sont sur des comptes en banque et qui permettent d'emprunter sur les marchés internationaux moins cher. Ça permet aussi, ça vous permet aux propriétaires de l'argent de le prêter à des gens qui se trouvent à l'autre bout du pays, de le swapper, d'emprunter, etc., etc. Donc très très gros gain d'opportunité permis au travers de cet exemple, mais je pourrais vous en donner plein dans tous les domaines, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des transports, dans plein de domaines, il y a ce type d'exemple. Donc ça, c'est vraiment quelques-uns des exemples. Et la caractéristique des gains d'opportunité numériques, c'est qu'ils sont exponentiels. Pourquoi est-ce qu'ils sont exponentiels ? Parce que, en fait, quand il y a... Imaginons que je sois le seul à avoir un site web et qu'il n'y ait qu'une seule personne qui ait un ordinateur pour aller visiter ce site web, il n'y a pas de gain d'opportunité. Il faut un coût considérable pour un bénéfice qui est marginal. Mais si mon site web peut être vu par des millions de personnes, eh bien, j'ai un coût de distribution marginal pour un coût finalement assez faible. Et ça démontre que finalement, l'opportunité digitale, elle est exponentielle. Il y a aujourd'hui 2,8 milliards de gens qui ont accès au numérique sous différentes formes, principalement sous forme de smartphone. Dans 18 mois, ce chiffre-là, ce sera 4,5 milliards. Donc on est en train de croître ça, et il y a un monsieur qui s'appelle Robert Metcalfe, qui est l'inventeur de la prise Ethernet, qui a défini ça de la façon très simple, qui a dit finalement,
l'opportunité numérique, elle est équivalente au carré du nombre d'utilisateurs. Plus il y a d'utilisateurs, plus on trouve des opportunités nouvelles à faire. Alors, pour moi, le numérique, il a deux formes. Il a deux formes qui sont plutôt nouvelles. Il y en a une, c'est ce qu'on appelle la multitude. C'est le fait que vous êtes tous des acteurs du numérique et vous êtes tous, finalement, des cross-fertilisateurs à cet égard. Quand vous créez des contenus sur Facebook, eh bien, finalement, vous faites en sorte d'enrichir tout un tas de gens, les gens qui voient ces contenus. Mark Zuckerberg aussi, le propriétaire de Facebook. Et finalement, tout cela crée une richesse qui est centralisée pour les uns, partagée pour les autres, mais qui est collective dans tous les cas. Quand vous postez quelque chose sur Wikipédia, vous enrichissez le savoir collectif à cet égard également. Donc ça, c'est une première caractéristique, c'est le fait que c'est, j'en reparlerai bientôt, c'est une compétence, une expertise qui est largement décentralisée et partagée. Puis la deuxième notion, c'est une notion récente, c'est la donnée. C'est la donnée qui permet une nouvelle ère dans le domaine du digital, qui n'est plus une ère uniquement informative comme ça l'a été pendant 20 ans, mais qui, au-delà de ça, est une opportunité fantastique de création d'intelligence, et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors, je vais vous donner 4 exemples rapidement sur ce que permet de faire le numérique, en commençant par l'exemple qui m'est le plus cher, qui est celui de l'éducation. Et comme on est dans une université, on va évidemment parler des MOOC. Alors, les MOOC, ce n'est pas ce qu'on appelle le e-learning. C'est une nouvelle dynamique. Et cette dynamique, elle a été inventée il y a peu de temps, il y a seulement 4 ans, par un garçon qui s'appelle Sébastien Thrun. Sébastien Thrun, c'est un personnage prestigieux et émérite, au sens universitaire du terme. Il est professeur d'intelligence artificielle à Stanford, plutôt il était, et en 2010, il prend une décision radicale, il démissionne de Stanford. Il démissionne au sommet de sa gloire, puisqu'il vient de gagner le DARPA Award. Le DARPA Award, c'est quoi ? C'est un prix qui est financé par la DARPA, une agence de l'armée américaine, consiste à financer des prix d'innovation. Et le DARPA Award, ça consiste à faire courir et sera remis à la première personne qui réussira à faire en sorte qu'un robot parcourt le désert du Nevada en suivant un certain nombre de balises de façon autonome. Alors évidemment, il y a des troncs d'arbres, il y a des trous, il y a des choses comme ça, c'est pas évident. Et lui, avec son équipe de Stanford, il est le premier, en 2006 je crois, à avoir réussi à faire ce parcours en entier sur 120 km. Et il quitte Stanford en 2010, alors qu'on vient de lui faire des propositions absolument extraordinaires. Il quitte Stanford en disant « J'en ai assez d'enseigner à 140 personnes, je veux enseigner au plus grand nombre ». Et il crée ce MOOC, donc il développe une plateforme qui s'appelle Udacity, avec l'objectif d'enseigner l'intelligence artificielle à 1000 personnes. Et lorsqu'il lance sa plateforme, donc en juin 2011, il a en 2 jours 1000 personnes qui s'inscrivent. Donc il est un peu ennuyé parce qu'il se dit qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue, je laisse ouvert ou je ferme ? Puis il laisse ouverte la plateforme tout l'été, les inscriptions, et quand il clôt, en début septembre, il y a 140 000 personnes qui se sont inscrites et il a un gros problème parce qu'il sait bien qu'il ne pourra pas corriger 140 000 copies chaque semaine. Néanmoins, il lance la plateforme en étant vraiment inquiet, il le dit dans son livre qu'il a écrit par la suite, et l'enseignement qu'il donne au bout de 9 mois est juste incroyable. Il dit, sur les 140 000 personnes, il y a 22 500 personnes qui ont été au bout, et dans ces 22 500 personnes, il va y en avoir une partie importante qui a une connaissance qui est supérieure aux gens qui étaient à Stanford. Les autres ont un niveau équivalent puisque je leur ai distribué mon cours et ils ont participé à l'ensemble des examens. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que finalement, il s'est passé 2 choses. La première, c'est qu'il a corrigé quelques copies et les gens qui ont eu leur copie corrigée ont eux-mêmes corrigé les autres copies. Et donc, il a réussi à faire en sorte que tout le monde puisse suivre le cours, puisse bénéficier de copies corrigées. Et ça, c'était un phénomène de multitude, de crowd, comme je l'évoquais, qui était tout à fait inattendu et finalement vertueux. Puis le deuxième phénomène qui est intéressant, c'est que les élèves ont contribué au cours. Et ils ont dit, écoutez, plutôt que votre cours ou votre polycopier, entre guillemets, on a trouvé telle ressource sur Internet, telle vidéo, telle entrée dans Wikipédia. Et de fait, il a amélioré son cours. Et c'est pour ça qu'il dit que
certains élèves ont finalement un niveau de connaissance qui est supérieur à ceux qui étaient à Stanford. Et donc vous voyez bien que là, on a un instant dans l'histoire de l'humanité. On a un instant parce qu'on passe de 140 à 22 500. Et ce qui nous dit, entre autres, c'est que les gens venaient de partout. Beaucoup des États-Unis, certes, mais certains sont venus d'Ouganda, certains sont venus du Vatican, les gens sont venus de partout. Et donc, on peut dire que cet instant se caractérise un peu comme l'invention de la presse à imprimer par Gutenberg. C'est une technique qui permet de répondre au plus grand nombre. Et je rappelle que l'invention de la presse à imprimer, finalement, c'est ça qui a provoqué les Lumières. C'est ça qui a provoqué la première révolution industrielle. Je donne toujours comme exemple l'ère romaine. L'ère romaine avait des techniques extrêmement sophistiquées, mais pas de moyens de les propager. Les tablettes, c'est pas ce qu'il y avait de plus pratique. Et ces techniques, quand l'Empire romain s'est écroulé, elles se sont juste perdues. La grue à bras, le ciment, pour ne parler que de ces deux inventions. Et toutes les inventions romaines se sont, pour ainsi dire, perdues. Donc on voit bien que la diffusion de l'information, finalement, c'est ce qui caractérise l'émergence de nouvelles ères. Et à ce titre, Sébastien Thrun dit également que ce n'est pas tant le fait de pouvoir diffuser l'information qui est essentiel pour lui, c'est aussi le fait de pouvoir introduire de nouveaux processus. Et c'est à ce titre qu'il diffère des systèmes de e-learning qui l'ont précédé. Et à ce titre, il y a un garçon que je voudrais évoquer qui est Salman Khan. Salman Khan, c'est un trader sur les marchés financiers, bon en maths, comme le sont les traders. Un jour, il reçoit un coup de fil de sa nièce qui lui dit « Écoute, toi qui es bon en maths, explique-moi ce problème. Moi, je suis en collège et je ne comprends pas ce problème de mathématiques. » Et il essaye au téléphone de lui expliquer, il n'y arrive pas. Il n'arrive pas parce qu'il est au téléphone. Et au bout d'un moment, il lui dit « Écoute, je vais faire cette explication sur un tableau noir, je vais me filmer, puis je t'envoie la vidéo et tu vas comprendre. » Et au moment d'envoyer la vidéo est trop lourde, il ne sait pas l'envoyer par email et il la poste sur YouTube. Sa nièce l'appelle, le remercie, il dit « Écoute, c'est très clair, j'ai parfaitement compris, merci beaucoup. » Et ils en restent là. Puis, quelques semaines plus tard, il reçoit une alerte de YouTube qui lui dit « Allez sur votre vidéo, vous avez un trafic inhabituel. » Il va sur la vidéo, effectivement, il y a 30 000 vues, c'est beaucoup. Mais surtout, il y a beaucoup de commentaires sous la vidéo, très élogieux, de gens qui le remercient pour la qualité pédagogique de sa vidéo. Et là, il se dit, puisque ça marche, je vais en faire d'autres le soir, le week-end. Et il se met à faire ça. Puis, il met en ligne des dizaines, puis des centaines de vidéos de ce type-là. Et un jour, il reçoit une lettre que vous pouvez lire dans le livre de Salman Khan, dont j'oublie toujours le titre, mais qui est vraiment très émouvante. Une jeune femme qui lui dit, une jeune fille, puisqu'elle a 16 ans, elle lui dit, écoutez, je voulais vous remercier parce que j'avais été expulsé de mon école pour manquement régulier et puis niveau trop faible. Et un été, j'ai passé du temps à regarder vos vidéos, j'y ai pris du plaisir, j'en ai regardé plus et plus encore. Puis à la fin, j'ai été voir le principal de mon école et devant les progrès évidents que j'avais faits, il a décidé de me reprendre sans me faire redoubler. Et donc, je voulais vous remercier. Et là, Salman Khan prend une décision radicale, il abandonne son métier de trader en se disant « Ce que je fais est quand même génial, je vais essayer de le faire et puis je vais essayer de gagner ma vie comme ça. » Mais il prend aussi une résolution, c'est de ne pas rendre ce service payant. Il veut essayer de vivre avec la publicité, il gagne un peu d'argent avec la publicité, mais il se rend vite compte que s'il veut produire du contenu, il faut plus que ça. Et au bout d'un certain temps, il n'a plus d'argent, sa femme est enceinte, elle ne travaille pas, et il lance un appel à l'aide qui est remarqué par la femme de John Deere, de Kleiner Perkins, qui elle-même appelle la femme de Bill Gates, et ça se transforme en conte de fées, c'est-à-dire que la fondation Khan Academy est fondée, aujourd'hui elle a 30 millions de dollars de funding, elle est traduite en 17 langues, et surtout, ça fait 50 millions de visiteurs uniques. Pour les gens qui sont familiers avec l'Internet, c'est un chiffre qui est considérable. Il y a un Américain sur 6 qui a déjà été sur la plateforme et qui a tiré des enseignements, et surtout il y en a 2 sur 3 qui ont moins de 20 ans, qui ont déjà été sur la plateforme Khan Academy et qui considèrent que ça a été d'un apport important dans leur compréhension de certains problèmes. La plateforme croît à une vitesse impressionnante. Si elle continue avec ce taux de croissance, elle aura le même trafic que Wikipédia, qui est le 3e site mondial aujourd'hui. Donc voilà une deuxième histoire. Mais au-delà de ça, Salman Khan nous donne des enseignements intéressants. Finalement, il dit, ce qui est important, c'est que chacun d'entre nous, on a des méthodes d'apprentissage qui sont différentes. Et il crée un learning analytics, c'est-à-dire un outil de mesure de la performance des élèves
pour les professeurs. Et cet outil permet aux professeurs en classe de monitorer les élèves qui se sont inscrits sur cette plateforme et de voir quelle est la typologie des faiblesses des élèves. Certains d'entre nous ont, comme moi, par exemple, des déficits d'attention chronique, mais sont capables de grands niveaux de concentration pendant des instants brefs. D'autres ont plutôt un mode de pensée incrémental et ont besoin d'exercices qui sont progressivement de plus en plus difficiles. Et toutes ces choses-là, on peut les mesurer et on peut finalement créer des parcours individualisés avec des classes qui sont extrêmement différentes en termes de niveau. Vous savez qu'en France, on nous dit toujours, oui, bon, on essaye de créer un système qui soit égal, mais en fait, qui ne fonctionne que pour les gens qui rentrent dans le moule et on abandonne 20% des élèves sur le bord de la classe. Et c'est tout à fait scandaleux. Et ça, c'est quelque chose qui est important dans les systèmes d'apprentissage, c'est que ce qui est important, ce n'est pas le numérique, ce n'est pas les tablettes, ce n'est pas le fait que ce soit digital, c'est le fait qu'on peut individualiser et qu'on peut repenser le protocole éducatif. C'est ce que nous apprend Sugata Mitra, chercheur en sciences dures en Inde. Il abandonne lui aussi les sciences en disant ce qui m'intéresse, c'est la pédagogie, c'est les systèmes cognitifs. Et il fait cette expérience que vous voyez là ici. C'est des trous qui sont dans les murs dans New Delhi, dans une rue de New Delhi. Les toits sont là pour éviter que les adultes utilisent ces ordinateurs. Et donc il y a des ordinateurs dans chacun de ces trous. Et puis, il fait cette expérience et il abandonne les enfants des rues à leur sort. Il leur dit, voilà, il y a des ordinateurs qui sont là, si vous voulez, vous en servez. Et puis quand il revient 3 mois plus tard, il avait lu beaucoup sur ce qu'on appelle l'éducation inversée. Il tombe sur une petite fille qui lui dit, tu n'es pas gentil parce que tu nous as laissé les ordinateurs, et ces ordinateurs, ils parlent qu'en anglais, et on a dû apprendre à parler anglais pour pouvoir s'en servir. Voilà. Véridique. Véridique. Alors il se dit, ok, il y a un biais, je suis à New Delhi, pas mal de gens doivent savoir parler anglais, je délocalise mon expérience dans le Gujarat et je la rends encore plus difficile. Comme là-bas, je tombe sur des gens qui ont plutôt été dans les premières années du collège, je vais mettre les sciences du vivant, donc de la biologie, dans mon ordinateur. Il fait la même expérience, il la sophistique un peu sur différents aspects, mais pas grand-chose de différent. Et il abandonne les enfants à leur sort pendant 3 mois. Il s'efforce de ne pas revenir. Quand il revient, il tombe sur une jeune femme, 17 ans, c'est pareil, il a aussi écrit un livre, il raconte tout ça, qui lui dit, écoutez, je suis désolé, j'ai rien compris. La seule chose que j'ai compris en allant dans votre ordinateur, c'est que quand l'ADN se réplique, et ben finalement, il peut y avoir des erreurs de codage et celles-ci créent des maladies. Et là, il fait passer un examen aux gens qui ont participé, qui sont venus utiliser ces ordinateurs, 30aine de personnes, et en moyenne, ils ont un niveau de connaissance en biologie qui est équivalent à une fin de première année de DUG. Et ça lui a permis, il a documenté ça, il a fait finalement un protocole scientifique au travers de ça, et ça en a fait une star mondiale. Il a gagné le TED Award, et aujourd'hui, il passe son temps à faire des conférences autour du monde. On a vérifié qu'il n'exagérait pas, que son protocole était exact, et c'est tout à fait vrai. Et donc, ce qu'il dit, entre autres, c'est on est dans une ère où ça ne sert plus à rien d'entasser les savoirs. Ce qui compte, c'est l'agilité intellectuelle, c'est apprendre à apprendre. Et l'ère du numérique, l'ère de la connaissance, c'est une ère qui n'est plus dans des logiques incrémentales, mais qui est dans une ère où on doit être capable de s'adapter à des situations extrêmement variées. Ce qu'il dit également, et ça c'est vraiment le grand promoteur de ça, je viens de l'évoquer, c'est que l'éducation inversée, c'est la clé de demain. C'est-à-dire que lorsque les enfants sont dans une situation où ils collaborent, où ils ont du plaisir, il l'a démontré, ils apprennent entre 6 et 20 fois plus vite que dans des situations normales, même pour des disciplines compliquées comme la littérature. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et puis, il dit la même chose que Salman Khan, c'est qu'on peut créer des processus individualisés et en même temps collectifs, où les élèves vont collaborer entre eux et vont se retirer pour faire des parcours individuels, vont recollaborer entre eux, et que ça, c'est vraiment la clé du succès. À tel point qu'aujourd'hui, PISA, la mesure de l'éducation de l'OCDE, a adopté certaines de ces pratiques et les recommande à l'échelle mondiale dans tous les pays qui sont membres de l'OCDE. Donc voilà quelques-unes des notions qui émergent avec le numérique et l'éducation. On voit bien, ce n'est pas les tablettes, ce n'est pas la technologie, ce n'est pas le fait d'avoir des écoles connectées, c'est le fait de repenser l'ensemble du processus de façon différente. À ce titre, je fais un peu de promotion pour une notion qui m'est chère, le code. Le code, c'est bien à l'école. C'est pas bien parce que je veux que tout le monde devienne un informaticien, c'est pas le propos.
C'est bien parce qu'on a découvert que le code est une façon d'appréhender les systèmes complexes pour les enfants et que ça leur permet de développer cette agilité que j'évoquais à l'instant. Le code, c'est les poupées russes. Vous enfermez des boîtes dans des boîtes dans des boîtes, et finalement, ces boîtes, c'est des systèmes qui impliquent des raisonnements très très compliqués. Et lorsque vous savez faire ça, vous mettez en œuvre des dispositifs qu'on retrouve dans les mathématiques, qu'on retrouve aussi dans la littérature, et qui vont vous donner une grande agilité pour réussir les autres disciplines. Et la raison pour laquelle il faut encourager le code, c'est qu'il y a des expériences qui ont été faites de par le monde qui démontrent que lorsqu'on prend des drop-out, des décrocheurs, des enfants qui sont plutôt nuls, et qu'on les met au code, après quand on les réinsère dans le système éducatif, normalement, sans les pousser, ils font partie du premier quintile de la classe. Ils sont dans les 20% meilleurs de la classe, juste parce qu'ils ont développé une nouvelle forme d'agilité, et c'est extrêmement efficace. Donc voilà ce que je voulais vous dire à l'égard de l'éducation. Évidemment, je promeus ça parce que j'y crois profondément. J'y crois pas parce que, comme l'éducation nationale, je pense que l'éducation c'est une idéologie, mais au contraire parce que c'est clairement une science, qu'il y a des protocoles pédagogiques qui sont démontrés et que ces protocoles fonctionnent. La deuxième notion que je voudrais évoquer, c'est l'État. L'État et les institutions publiques. Et ces institutions sont profondément bouleversées par l'émergence du numérique. D'abord parce que les citoyens, les consommateurs, les usagers voient bien que le monde entier répond plus vite. Il répond immédiatement, que ce soit des sites d'e-commerce, des sites sociaux, des réseaux sociaux, tout ça est extrêmement réactif. Et finalement, les citoyens, dans de nombreux pays, ont tendance à dire on veut un État qui fonctionne comme les plateformes. On veut un État qui soit plus responsif. Et ils veulent un État qui finalement soit moins représentatif, soit plus inclusif et plus participatif. On le voit à des échelles locales, mais dans certains endroits, dans les pays scandinaves, dans certains États américains, on le voit aussi à l'échelle d'État. Et ces dimensions-là, il me semble, sont nécessaires d'être évoquées parce qu'elles sont fondamentales et il s'agit de dynamiques de fond. Un exemple de ce qu'on peut faire, c'est le cadastre participatif, encore une fois, au Kenya. Au Kenya, on ne peut pas s'offrir un cadastre comme il y a dans les pays européens, avec des tas de fonctionnaires qui sont là pour maîtriser finalement la taille des champs. Et donc on a dit aux paysans, vous allez le faire vous-même. Vous allez vous balader avec votre portable dans votre champ et vous allez définir les frontières. Tout le monde me dit, mais tout le monde va être tenté de pousser un peu les murs. Sauf que pour que ça se soit accepté, il faut que vos voisins fassent la même chose que vous et que ce soit les mêmes frontières. Ça a été mis en place dans une région qui est à peu près équivalente à 5 régions françaises. Et il y a eu 1,4% de contestation. Donc en gros, vous avez besoin d'1,4% de fonctionnaires que vous auriez besoin normalement pour mettre en place un cadastre normal, occidental. Donc ça, c'est un exemple de ce que l'on peut faire en mettant en place des dynamiques nouvelles, créatives, qui finalement suppléent l'État de façon extrêmement efficace, inclusive et, je dirais, citoyenne. Évidemment, ça repose sur des dynamiques nouvelles et notamment le fait que l'État absolument démocratique, c'est un État très transparent. Comme l'État absolument totalitaire, c'est un État très opaque. Mais vous devenez très transparent dans ces cas-là. C'est-à-dire c'est l'État qui sait tout sur vous. Eh bien, ces dynamiques-là, ce sont des dynamiques de fond qui sont à l'œuvre partout. Je suis heureux de vous annoncer qu'il y a une étude qui vient d'être faite par l'Europe, en collaboration avec l'OCDE, qui place la France comme un pays qui a de très bonnes dynamiques en matière d'open data. On vient d'adhérer à l'OGP. Et au-delà de ça, il y a une roadmap qui a été décrite par Henri Verdier, donc le patron d'Etalab, qui fait qu'on s'est retrouvé, assez curieusement, je ne m'y attendais pas du tout, premier dans cette dynamique. La troisième notion, c'est la production. Et c'est une notion sur laquelle je pourrais vous faire une conférence en soi, mais comme je sais que je n'ai que 20 minutes, je vais aller vite. Mais c'est une notion qui est intéressante parce que on voit apparaître dans le domaine de la production des dynamiques qui sont assez proches de celles qu'on a vues apparaître dans le domaine de la micro-informatique. Qu'est-ce qui s'est passé dans la micro-informatique il y a 30 ans ? Eh bien, il y a des gens qui ont eu un discours politique, comme Steve Jobs, qui ont dit « l'informatique est une chose trop importante pour qu'on la laisse aux grandes entreprises et aux militaires. Et donc, on va la donner aux citoyens. On va créer la micro-informatique. » C'était une volonté. Steve Jobs a laissé des tas de textes où il explicite ça de façon absolument sans ambiguïté. Et il n'était pas le seul, ils étaient plusieurs à avoir cette perspective-là. Mais en 30 ans, ils ont fait
cette chose extraordinaire que vous ayez un microprocesseur chacun dans votre poche qui est plus fort que l'ensemble des ordinateurs qui ont envoyé Saturne V sur la Lune. Donc cette dynamique, elle a fonctionné. Et dans le domaine de la production, on assiste à la même dynamique. Il y a des gens qui sont des professeurs issus de Harvard qui ont dit, finalement, la production, c'est trop entre les mains des capitalistes de Foxconn et consorts pour qu'on la laisse là. On va la donner aux gens. Et on va créer des machines qui seront citoyennes dans ce sens où elles seront en open source, personne n'en aura la propriété, qui pourront se reproduire elles-mêmes, et puis tout le monde pourra contribuer à l'amélioration de ces machines. Alors ces machines, c'est le mouvement des Fab Labs dont vous avez entendu parler, et entre autres les machines de stérolithographie, où des petits lasers vont solidifier de la résine. Au début, ça faisait des petites figurines comme ça, des petits Mickey, des choses sympathiques, etc. Aujourd'hui, les cœurs de fusée Saturne V sont réalisés au sein de Fab Labs. Donc des produits de très très haute technologie. On sait quasiment tout faire dans les Fab Labs. On commence à faire des microprocesseurs. Et on a pour objectif, il y a des Fab Labs aux États-Unis pour objectif de faire d'ici fin 2016 des smartphones qui n'auront rien à envier aux smartphones que vous avez dans vos poches, qui seront totalement IP-free, c'est-à-dire sans propriété intellectuelle, et qui permettront de faire en sorte que vous ayez un téléphone de haut de gamme qui ne dépende de personne. Alors, il y a des challenges insurmontables à résoudre, mais qui seront sans doute surmontés. L'approvisionnement en matières premières, le fait d'accéder à des composants qui sont détenus par quelques sociétés, mais pour le moment, le déroulement se passe pas mal. On arrive à faire avec les Fab Labs des tas de choses. Alors des choses qui sont plus ou moins diverses. Les Chinois, par exemple, font dans les Fab Labs des tranches d'immeubles, de maisons, exactement. Et ça, c'est très impressionnant à voir, parce que vous pouvez faire cette tranche dans une espèce de fabrique, vous pouvez exporter cette tranche sur un camion, et puis vous pouvez fabriquer des tours comme ça. Donc ça, ce sont des choses qui, aujourd'hui, sont plutôt à l'état de prototype. On fait des maisons de 2 ou 3 étages, mais s'ils font ça, c'est pas tant pour commercialiser des maisons de 2 ou 3 étages, mais c'est pour faire demain des villes de cette façon-là. La NASA a lancé un appel d'offres, alors les Français n'aiment pas trop, pour pouvoir imprimer des pizzas. Donc l'idée, c'est de nourrir les astronautes de cette façon-là, avec des cartouches de sauce tomate, de pâtes, etc. etc. Voilà. Donc, et c'est tout à fait intéressant, cette dynamique. Je pense que ça prendra du temps, ça ne va pas se faire en 5 ou 10 ans, mais il y a vraiment une dynamique de réappropriation citoyenne de ces outils-là. Donc voilà quelques notions que je voulais évoquer rapidement avec vous. Et la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait ça. Comment est-ce qu'on fait ça, notamment pour les entreprises? Alors, il y a quelque chose, quand vous regardez les entreprises californiennes, qui est évident. C'est le fait que ces entreprises, qu'on décrit comme cool, avec des baby-foot dans l'entrée, etc., qui ont l'air d'être des endroits de coolitude absolue, sont en fait des organisations militaires. Et ce sont des organisations qui sont extrêmement structurées, où le niveau de flexibilité qu'on a dans les entreprises qu'on dit continentales, du continent européen, n'existe pas. Et pourquoi? Parce que c'est une entreprise qui distribue finalement leur stratégie, leur système au travers d'un data mart unifié, d'une plateforme unique, et une plateforme qui est connectée avec ce qu'on appelle des API, c'est-à-dire des connecteurs de données qui sont standardisés. Et vous pouvez regarder l'ensemble de ces sociétés, vous allez voir que ces plateformes fonctionnent aussi bien pour Facebook, Amazon, Apple et consorts. J'y reviendrai, mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a aujourd'hui une velléité de faire en sorte que ces plateformes deviennent citoyennes, soient également appartiennent aux citoyens. Il y a une grande dynamique actuellement aux États-Unis là-dessus, pour faire en sorte qu'on puisse avoir du cloud citoyen et finalement qu'on puisse réussir à s'approprier nos données, puisqu'on dit que les données sont le pétrole du XXIe siècle, d'anciennes dynamiques. Mais avant d'évoquer ça plus entièrement, je voudrais rapidement évoquer la santé. Et la santé est également sujette à cette dynamique de la donnée qui est tout à fait incroyable. Vous avez tous entendu parler des objets intelligents, du Quantified Self, du fait qu'on peut aujourd'hui, avec quelques produits, prendre son pouls, sa tension, tout un tas de choses de cette façon-là. Mais ça, ce n'est pas uniquement ce qu'on appelle du wellness, c'est-à-dire du bien-être. C'est vraiment de la santé. Dans la nouvelle release de iOS 8 d'Apple, il y a un petit portefeuille de données de santé.
Et l'objectif, finalement, c'est d'être capable de cruncher les données de santé, de traiter les données de santé pour pouvoir vous faire de la prescription de très très haute volée. J'ai discuté avec des gens qui travaillent au Bellevue Hospital à New York qui me disent, juste en regardant les réseaux sociaux des gens et en connectant ça à des systèmes d'algorithmie de type big data, on est capable de prédire certaines pathologies lourdes. Parce qu'on voit des choses caractéristiques, le fait que les gens se réveillent la nuit, le fait qu'ils font certains types de manipulations quand ils tapent sur leur clavier, etc., etc. Ça, on arrive à le voir au travers des réseaux sociaux. Et si on additionne ça à d'autres données, là où vous vous trouvez, dans quels endroits vous mangez, on arrive à avoir des capacités de traitement qui sont extrêmement efficaces à l'égard des systèmes de santé. Et là, il y a une rupture. Il y a une rupture, pourquoi? Parce que notre système de santé, il a deux caractéristiques. D'abord, il est post-traumatique. On attend que vous soyez malade pour vous soigner. On consacre que 3% des 250 milliards qu'on dépense dans le système de santé. Juste pour vous donner une idée, 250 milliards, c'est 4 fois ce qu'on dépense dans l'éducation nationale. Eh bien, il n'y a que 3% qui est préventif, principalement le cancer du sein. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'il est chimique. On dépense 70 milliards à l'achat de molécules. On est d'ailleurs le pays au monde qui dépense le plus d'argent par habitant en molécules. Et ces molécules, eh bien, elles ne sont pas neutres. Alzheimer, par exemple, le premier facteur d'Alzheimer, ce n'est pas vos gènes. Le premier facteur d'émergence d'Alzheimer, c'est les benzodiazépines. C'est une molécule que la plupart d'entre nous consommeront un jour. C'est des antidépresseurs, c'est aussi pour dormir, des somnifères, merci. Voilà. Et la promesse de la médecine par la data, c'est finalement d'avoir un système qui soit personnalisé et qui puisse être également préventif. C'est-à-dire d'être capable de voir qui vous êtes dans vos données et avec finalement quelques capteurs qui sont finalement l'ensemble des données qu'on produit et quelques capteurs qui seront potentiellement spécialisés. J'ai un copain par exemple qui travaille sur un système d'échographie en open source, donc faire en sorte qu'on puisse connecter un échographe à un smartphone et faire soi-même des échographies. Eh bien, tout ça va nous permettre d'avoir des centralisations de données qui seront extrêmement performantes et on rentre réellement dans la perspective d'un nouveau système de santé qui, à mon avis, pourrait avoir autant d'impact que les antibiotiques. Il faut évidemment prendre en compte également une autre dimension que vous connaissez, c'est l'ADN. Coût de séquençage de l'ADN, la première fois qu'il a été séquencé par Craig Venters, 5 milliards de dollars. Coût de séquençage de l'ADN aujourd'hui, dans certains cas, moins de 1000 dollars. Coût de séquençage estimé d'ici 2 ans, moins de 200 dollars. À partir du moment où ce sera moins de 200 dollars, ça va rentrer dans le système de santé et on pourra renforcer la capacité de faire la prescription individuelle parce que dans votre ADN, il y a entre autres la façon dont vous raisonnez par rapport au protocole de santé, aux médicaments, à tout un tas de choses. Donc cette perspective, elle est immédiate. Et à l'égard de la donnée, il y a d'autres perspectives que vous connaissez, comme par exemple Google Flu. Il y a l'équivalent de Google Flu pour d'autres pathologies que pour la grippe. Et on est capable de remplacer les systèmes d'épidémiologie de façon remarquable. Par exemple, on a vu l'émergence de Ebola au travers de certaines plateformes de données extrêmement tôt, de cette façon-là, en voyant des comportements dans les saisies de systèmes de santé de certains hôpitaux qui étaient anormaux, qui donnaient des paramètres de données anormaux. Donc, voilà quelques-unes des perspectives qui sont importantes. Vous l'avez compris, ça repose massivement sur la data. Et vous l'avez compris, et je crois que c'est important de dire, le progrès ne nous attendra pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être manichéen. On ne peut pas dire qu'il faut y aller à fond parce qu'il y a des risques, et il nous faut de la régulation. Et on ne peut pas dire il ne faut pas y aller parce que c'est dangereux et qu'on risque d'avoir des comportements totalitaires, et donc il faut bloquer tout ça. Il faut avoir une attitude raisonnée par rapport à ça. Il faut être capable d'avoir une projection politique et finalement de décider la façon dont on veut, entre autres en Europe et en France, intégrer toutes ces dynamiques pour pouvoir les réguler dans une façon qui nous semble appropriée. Puis au-delà de ça, il faut savoir choisir finalement comment est-ce qu'on veut préempter ces univers pour éviter qu'ils nous préemptent eux-mêmes. Je donne souvent l'exemple de l'hôtellerie comme un univers qui n'a pas réussi ça. 2 chocs en moins de 15 ans. Le premier, c'est Expedia, Bookings, TripAdvisor, Hotels.com, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont fait désintermédier à la distribution. Ça représente 22% de la valeur. Quand vous allez dans un hôtel, vous abandonnez 22% à ces plateformes parce que tous, vous passez par ces plateformes, tout simplement parce que c'est l'endroit où vous payez le moins cher. Eh bien, ça a été le premier choc. Il a été durement encaissé,
Mais finalement, ils ont accepté en disant que malgré tout, c'était le coût de la distribution. Mais là où ils ont commencé à se redresser, il y a eu un deuxième choc. Ce deuxième choc, qui s'appelle Airbnb, c'est des gens, 3 choses pour les qualifier. Ils n'ont jamais construit un seul hôtel. Deuxième chose, chaque nuit, ils font plus de nuitées que la totalité de l'industrie de l'hôtellerie. Et troisième chose, en 7 ans, ils valent plus cher que le groupe Accor en bourse. Donc voilà ce que c'est que le choc digital. C'est un choc qui peut être absorbé. Il y a des acteurs comme Digi, par exemple, qui, dans ces mêmes 7 ans, ils ont commencé en 2007, quand Jeff Immelt, le nouveau CEO, est arrivé, il a dit, voilà, je veux savoir qui peut générer plus de 10 milliards de dollars comme nouveau business. Ils ont trouvé la donnée, et aujourd'hui, la donnée est le principal contributeur de données au sein de l'ensemble des métiers de GE, qu'il s'agisse de la finance, de la fabrication de réacteurs, de matériel médical ou d'équipements électriques. Alors, donc je l'ai dit tout à l'heure, ça repose beaucoup sur la donnée. Et ça repose sur, d'une certaine manière, la fin des silos en entreprise. Le fait qu'on puisse rentrer sur des data marts unifiés, et au-delà de ça, qu'il y ait une culture d'entreprise qui soit radicalement différente avec celle qui existe aujourd'hui. À midi, j'ai déjeuné avec le patron d'une très grande société française, et qui me disait, mon problème, ce n'est pas la technologie, je maîtrise la technologie, mon problème, c'est la culture. C'est de faire en sorte que les gens acceptent de rentrer dans des processus qui soient extrêmement différents, et c'est de mettre en place des systèmes de management, des chief data officers, ou des logiques managériales qui soient radicalement différentes avec ce que les entreprises connaissent traditionnellement. Je donne toujours l'exemple des entreprises californiennes, entreprises horizontales, vous allez à Palo Alto, vous allez à San José, vous allez dans tous ces endroits, vous voyez les entreprises qui font 5-6 étages au maximum, vous allez à la Défense, là où se trouve la moitié des sièges du CAC 40, vous avez des tours de 30 étages. Donc voilà la différence, comment elle se caractérise de façon symbolique, mais également dans des logiques où il y a une hiérarchie extrêmement forte, mais finalement, il y a une délégation qui est, je dirais, relativement latine dans la façon dont les choses sont mises en œuvre par chacune de ces divisions qui ont une grande autonomie. À taille égale, une entreprise californienne aura 1,5 niveau hiérarchique, c'est beaucoup, par rapport à une entreprise continentale. Donc ça caractérise, je crois, assez bien la différence. Ce sont des entreprises qui ont une autre caractéristique. Elles considèrent qu'il n'y a pas de rupture entre ce qui est l'extérieur et l'intérieur. Les plateformes permettent la collaboration maximum, la collaboration au sein des unités pour lesquelles les API ont été conçues au départ, mais aussi au sein d'autres unités. Je vous invite à taper Doctrine API Jeff Bezos dans Google, vous allez comprendre ce dont je parle, mais elles permettent aussi aux stakeholders, c'est-à-dire aux parties prenantes, les fournisseurs, les clients de l'entreprise, de s'emparer de certaines de ces API et de pouvoir collaborer. Elles permettent également à l'ensemble des parties prenantes possibles de pouvoir également participer à la plateforme. Et d'une façon générale, elles laissent les consommateurs interagir avec l'entreprise de façon extrêmement importante. La valeur de Facebook, c'est certes ses hangars, ses stocks, pardon, de Amazon, c'est certes ses hangars, ses stocks, mais c'est aussi les commentaires que vous laissez quand vous ratez un fournisseur, vous ratez un produit. Tout ça, vous enrichissez aussi Amazon de cette façon-là, tout comme vous le faites avec Google, avec Facebook et avec de nombreux autres. Donc il n'y a plus de rupture entre ce qui est à l'intérieur de l'entreprise et ce qui se trouve à l'extérieur. Il y a une logique de plateforme qui intègre la totalité des stakeholders au sein de l'entreprise. Et puis, chose importante, les processus d'innovation sont totalement différents. Les processus d'innovation reposent sur le Scrum, je suis désolé de ces mots barbares, mais ça signifie tout simplement qu'il y a une délégation extrêmement forte à des petites équipes qui ne font jamais plus de 10 personnes, ce qu'on appelle le pizza team, et que ces équipes travaillent dans une sorte de mission commune qui est génériquement définie. Et cette efficacité, beaucoup de gens me disent « oui, mais ça marche uniquement dans Internet », c'est celle qui permet à SpaceX de faire des lanceurs de fusées qui baissent le coût de 40% par rapport à ce qu'était Ariane Espace. Et qui fait qu'Ariane Espace a dû, avec beaucoup de précipitation, définir un Ariane 6 qui a été arrêté, je crois, vendredi dernier. Mais c'est la même chose qui fait que Elon Musk a aussi fait une voiture électrique qui est la meilleure au monde et qui fait qu'il est leader dans le domaine des fermes solaires aux États-Unis. Donc c'est la même logique qui participe à ça. Et d'ailleurs, une société comme GE a totalement adopté ces pratiques-là. Enfin, dernière notion, c'est le build to fail, c'est le fait qu'on n'attend pas que le produit soit fini
pour le lancer. Le patron de LinkedIn a dit sur Twitter jeudi, il a attendu qu'on ait cette conférence pour faire cette déclaration, il a dit « Si vous êtes fier de votre produit quand vous le lancez, c'est que vous l'avez lancé trop tard. » Je trouve ça génial, je trouve ça juste génial. Ça veut dire que vous devez lancer très vite, à un niveau qui est complètement inachevé, bénéficier des feedbacks clients, et avec ça, construire le produit que veulent vraiment vos clients. Ça, je crois que c'est tout à fait exact. Alors, beaucoup de gens me disent « Ouais, mais pour les réacteurs de fusée, c'est plus compliqué. » Ben, c'est pas vrai, parce que, malgré tout, dans le cas de SpaceX, il a fait des prototypes, qui étaient des prototypes un peu foireux, et il a fait sur la base d'idées qui venaient parfois très rupturistes, notamment de la communauté des concepteurs de fusées russes. Il a essayé des choses qui étaient en désuétude, qu'il a remis au goût du jour de cette façon-là. Et puis, dernière notion, je crois, qui est importante, c'est la notion de servification. Tout est en train de devenir service. Les fabricants de voitures vont voir leur métier devenir un service. Demain, avec les voitures autonomes, avec le car sharing, avec le carpooling, vous allez avoir besoin de 10 fois moins de voitures. Il y a un exemple qui a été donné par un des fondateurs de Google, qui développe donc la Google Car, c'est le fait que sur la même route, donc sur une route normale, vous faites passer, quand vous les mettez en véhicule autonome, à peu près 17 fois plus de voitures. Donc là où vous avez besoin de 60 mètres pour mettre les voitures, ben vous mettez les voitures entre les deux. Et les voitures sont séparées de 10 cm, elles sont pare-choc contre pare-choc. Et c'est plus efficace. Donc vous avez besoin de beaucoup moins d'infrastructures pour faire marcher cette nouvelle économie, entre autres choses. Et les voitures, ce n'est pas celui qui les fabrique qui a gagné, c'est celui qui a la plateforme, qui maîtrise la distribution de ces voitures et finalement l'adéquation entre l'offre et la demande. Donc voilà des notions qui sont vraiment très 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 rupturistes, mais qui vont façonner notre futur. Et le plus rapidement on se les appropriera, le plus rapidement on sera capable de le décider tel que nous le voulons, parce que je ne suis pas sûr finalement qu'on ait envie d'adopter un modèle californien qui a certes beaucoup de force en matière d'innovation, etc. Mais moi je reviens de Californie, j'étais en Californie, ça ne s'arrange pas. Eh bien, à San Francisco, il y a beaucoup de gens qui sont sur les trottoirs et je ne trouve pas que ce soit le modèle le plus inclusif. Et je pense qu'on pourrait, à condition de s'approprier cette modernité, réussir à faire un modèle numérique européen. En tout cas, c'est mon souhait. Voilà, donc très vite, très compressé, beaucoup de notions en 36 minutes. Merci pour votre attention.